Premier sur l'hérédité liée au chromosome X. Elle va correspondre naturellement à des gènes qui sont localisés sur le chromosome X. Et le deuxième sur l'hérédité par le modèle d'hérédité. Il faut faire quoi? Ah oui. Ah d'accord. Par le modèle d'hérédité de l'ADN mitochondrial. Alors concernant les maladies liées au chromosome X, on suivra comme exemple deux maladies assez exemplaires de ce domaine. Une des centaines de myopathies qui existent, qu'on appelle la myopathie de Duchenne de Boulogne, et puis les hémophilies, qui sont liées à l'X, comme vous le savez. Les éléments que vous aurez à retenir, les principaux traits de cette histoire, c'est le modèle d'hérédité liée à l'X. Il faut s'y appesantir un petit peu, c'est pas aussi facile que ça, notamment si on y applique les questions de récessivité et de dominance, on va voir ça. Il faut être assez prudent avec ce modèle et parler d'hérédité liée à l'X plutôt que de parler de principe d'hérédité récessive ou dominante liée à l'X, parce que on a affaire là à des extrêmes d'un spectre qui est l'hérédité liée au chromosome X, s'exprimant ou pas suivant un modèle récessif ou dominant. Quelques mots sur la myopathie de Duchenne, encore une fois assez remarquable pour être un exemple et un modèle de ce mode d'hérédité. Un point très important de consultation de génétique très quotidien, c'est que dans les maladies liées au chromosome X, quand vous avez un garçon atteint d'une maladie de ce type, la question se pose très souvent à la famille et donc à vous médecins, est-ce que c'est un cas à risque de récidive dans la famille, un cas familial, hérité, ou est-ce que c'est un cas sporadique par mutation nouvelle, exactement comme on l'a vu pour les maladies dominantes? Évidemment, dans un premier cas, vous avez une mère qui est conductrice et qui a un risque de transmettre de nouveau. Dans le deuxième cas, une mère qui n'est pas conductrice. Donc cette question de la détection et le diagnostic des conductrices de maladies liées, c'est une question très, très pertinente en génétique clinique. On reverra au sujet de l'hérédité liée à l'X deux concepts que nous avons vus en début de semaine pour les maladies dominantes. Le concept d'hétérogénéité de locus, une même maladie pouvant correspondre à plusieurs gènes localisés à des endroits différents du chromosome X. Et puis la question de l'hétérogénéité allélique qu'on a vu à plusieurs reprises, c'est que l'hétérogénéité allélique, plusieurs allèles pour une même maladie à un même locus, voire même à un même locus, plusieurs maladies possibles pour des mutations alternatives d'un même gène. Et puis la question délicate aussi, c'est peut-être les deux points les plus difficiles à percevoir, qui est celle de l'inactivation du chromosome X. Comme on dit dans les journaux sportifs, sur le papier c'est simple, dans la vraie vie c'est pas si simple. Alors allons-y, le modèle d'hérédité, donc je vous l'ai dit, se distend entre deux extrêmes qu'on peut parfaitement considérer, qui existent, hein, mais qui sont un peu caricaturaux, beaucoup de maladies liées au chromosome X se situant entre ces extrêmes. Le premier extrême, c'est les maladies récessives liées à l'X. Vous allez voir quelque chose de très tranché, où seuls des garçons sont atteints, et les femmes conductrices ne manifestent pas de symptômes. Et puis vous allez à l'opposé de ce spectre, un allèle qui serait dominant, localisé sur le chromosome X, où on va observer un phénotype chez les femmes conductrices, hétérozygotes par conséquent, de chromosome X, l'un des deux est mutant. On parle, parenthèse, pour les hommes, on dit mutation liée à l'X, l'homme est hémizygote pour le chromosome X. Il a un seul chromosome X, évidemment. Retenez ce terme. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est des maladies qui sont très marquées dans leur expression d'un allèle récessif qui ne concerne alors que les garçons, les femmes ne manifestant pas de symptômes, et des maladies pour lesquelles, au contraire, les femmes vont manifester des symptômes déjà à l'état hétérozygote. Et les garçons, qu'en est-il? Et là, il y a plusieurs options possibles. La plus classique, c'est que ces maladies sont alors tellement graves chez le garçon qu'elles sont létales et qu'on ne voit pas ces garçons.
C'est la caricature de la maladie dominante liée à l'X, où vous avez des arbres généalogiques qui sont assez piégeants d'ailleurs pour le clinicien, parce que vous avez des arbres qui sont de transmission verticale. Une femme transmet à sa fille, et vous dites, bon, c'est 2 femmes qui sont atteintes, de 2 générations verticales, c'est clairement autosomique dominant. Pas du tout, c'est dominant lié à l'X, et vous ne voyez pas de garçons atteints. Vous ne les voyez pas parce qu'ils sont morts in utero ou il y a eu des fausses couches. Bien. Un point important, et c'est un petit, c'est pas un truc, c'est une simple réalité, c'est que ces arbres généalogiques piégeants de maladies dominantes liées à l'X, il y a quand même quelque chose qui n'arrive jamais dans ces histoires-là, et qui arrive, j'allais dire, encore moins dans les formes récessives liées à l'X, c'est ce qu'on appelle la transmission père-fils. Un père atteint d'une maladie quelconque, admettez que vous ne connaissez pas cette maladie et que la question se pose à vous, quel est le mode d'hérédité? Et vous voyez dans un arbre généalogique un père qui transmet la maladie à son fils. Évidemment, cette situation exclut l'hérédité liée au chromosome X, puisque le père a transmis à son fils le chromosome Y, et donc il n'a pas transmis l'X. Donc ce n'est pas possible, cette affaire, que ça puisse être localisé sur l'X. Et c'est au fond le seul verrou, qui n'existe pas toujours, parce que tous les arbres ne le montrent pas, mais si vous avez dans un arbre généalogique une transmission père-fils, et c'est un truc qu'on vous pose régulièrement, parce que c'est un grand classique de la génétique clinique, ça exclut, a priori, un mode d'hérédité lié à l'X. Je devance, ne notez pas, mais je devance quelques-unes de vos questions, parce que beaucoup d'entre vous réfléchissent beaucoup, et c'est très bien, c'est très bien. J'ai eu quelques mails de cet ordre-là qui disent, ouais, mais et là j'imagine que vous pouvez, oui, mais alors d'accord, mais peut-être que le père est atteint de la maladie liée à l'X par sa mère, sa grand-mère, enfin cette mère qui est conductrice, et que le fils est atteint parce que la femme de cet homme est conductrice. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non. Oui. Si. Oui, bien sûr, c'est possible, mais ce n'est pas le plus fréquent. Donc commencez par examiner les hypothèses, les hypothèses les plus simples, les plus naturelles, et peut-être vous pouvez dire codicile, note en bas de page, oui, on pourrait peut-être imaginer cette situation-là, de la même manière que vous allez voir en génétique chromosomique, ou peut-être l'avez-vous déjà vu, les phénomènes de disomie uniparentale, un parent qui transmet 2 chromosomes à son enfant et l'autre pas. Vous l'avez vu déjà? Vous allez le voir. C'est un truc qui existe, qui est tout à fait classique. C'est pas fréquent, mais on pourrait imaginer que si cet homme transmet son X et son Y à son fils, et que pendant que sa mère n'a pas transmis d'X, on ait cette situation aussi. Donc, je suis un peu embêté de vous donner des exceptions à une règle canonique, mais enfin c'est un peu toujours comme ça en médecine, habituez-vous à ce raisonnement. Il y a une règle, il y a un axiome, et puis il y a des trucs qu'on publie parce que c'est tellement exceptionnel que ça peut arriver, qu'on les publie, et évidemment on retient plutôt les trucs exceptionnels, n'oubliez pas la règle. Le modèle, bon, vous l'imaginez, une femme hétérozygote, on parle plutôt de conductrice dans le langage clinique de génétique, une femme conductrice a une union avec un homme qui est indemne, transmission des gamètes, et cet allèle petit x ici, qui est un allèle mutant, va déterminer 4 statuts pour les enfants. Un statut de fille conductrice, X du père, X mutant, un statut de fille évidemment indemne, mais non conductrice, XX, un statut de fils indemne, YX du père, et puis un statut de fils qui a l'allèle mutant. Et c'est évidemment, quand vous regardez ces 4 situations, c'est l'expression de l'allèle mutant récessive ou dominante qui va déterminer alors le fait que les personnes soient atteintes ou pas. Mais ces proportions restent évidemment vraies. Une transmission très classique d'une maladie liée à l'X, une hémophilie par exemple, avec cet allèle que vous pouvez suivre. Cette femme conductrice a transmis à cet homme qui est mort de la maladie, et puis elle a une fille conductrice, elle a une petite fille conductrice, et on verra tout à l'heure le jeu
enfin, si je puis m'exprimer ainsi, les astuces cliniques pour essayer de déterminer dans une famille ainsi quelles sont les conductrices que l'on appelle obligatoires, c'est-à-dire celles dont on sait par l'arbre généalogique qu'elles le sont, à distinguer des conductrices potentielles, c'est-à-dire des femmes qui pourraient l'être, mais on ne le sait pas. Alors, quelles sont ces deux tendances de l'hérédité liée à l'X? Et encore une fois, je vous recommande dans tout ce que vous utiliserez si vous rencontrez cette question de parler d'hérédité liée à l'X plutôt que de principe récessif ou dominant lié à l'X. Il y a une tendance vers la dominance. L'allèle mutant obéit exactement aux caractéristiques qu'on a vues pour les maladies dominantes. Et on voit ici des arbres généalogiques de transmission verticale, 3 générations. Admettons que les hommes étant plus gravement atteints, puisqu'ils sont hémizygotes, ils sont ici morts. Ce que vous n'observerez jamais et qui peut peut-être distinguer de l'hérédité dominante, parce que ça peut complètement, de l'hérédité autosomique, pardon, ça peut complètement donner le change avec une maladie autosomique dominante, c'est une transmission entre un père et un fils atteint, évidemment. Vous l'avez vu. Dans le cas où les hommes sont plus gravement atteints que les femmes, et qui est le cas le plus naturel à imaginer, on va pouvoir quand même détecter cela tout simplement par la clinique, en disant cet homme est plus gravement atteint, ou tous les hommes sont décédés, sont morts en bas âge. Il arrive qu'on ne voit pas ces hommes, je vous l'ai dit, ils sont remplacés par ce tout petit point qui représente, vous le savez, des fausses couches précoces, tellement précoces que les femmes n'ont parfois même pas conscience de ça. Il y a simplement un retard de règles. Elles peuvent se souvenir d'avoir eu ça 2 fois dans leur vie. Et c'est possible que ce soit alors une maladie dominante liée à l'X avec une létalité embryonnaire. On connaît bien un modèle de cette maladie qui s'appelle l'incontinentia pigmenti. Je ne sais pas si je vous ai montré des diapositives. C'est une maladie dermatologique qui va s'exprimer à la naissance chez la femme, chez la petite fille, chez le nouveau-né féminin, par une éruption qui peut donner l'impression d'une sorte d'eczéma, un stade vésiculo-bulleux, parfois infecté, et qui va laisser des traces ici très, très marquées, parfois difficiles à voir, mais qui sont des traces en patchwork, c'est-à-dire que vous allez avoir une trace ici, et on appelle cette maladie incontinentia pigmenti, incontinence de pigments, parce que la surface de l'épiderme est devenue très fragile, très, très fine, et le pigment, la mélanine va apparaître de manière très, très frappante. Et c'est ça qui fait ces espèces d'éclaboussures suivant des lignes embryologiques sur la peau de ces petites filles qui gardent cela comme des espèces de séquelles. Cette maladie ne se résume pas à une atteinte cutanée, c'est une génodermatose, c'est une maladie de l'ensemble du tissu ectodermique qui va toucher les dents avec des agénésies dentaires. Notez pas forcément ces trucs-là, mais enfin, vous pouvez les retenir comme exemple, qui va toucher les cheveux avec des plaques d'alopécie, qui peut toucher le cerveau. Vous savez qu'il y a une parenté embryologique très forte entre l'ectoderme et le tissu neural, donc des femmes qui peuvent avoir un retard de développement, une épilepsie, qui peut toucher la rétine. Et toujours dans cette maladie, c'est un patchwork, c'est-à-dire qu'il y a des zones de peau saine et des zones de peau atteinte, des zones de peau saine, des zones de peau atteinte. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Mosaïque. Oui, mais elle a la mutation dans toutes ses cellules. Voilà. Non, si c'était pleinement récessif, elle n'aurait rien du tout, tu vois. Toutes les cellules auraient survécu, et c'est tout à fait ce que disaient vos camarades, ça évoque une mosaïque, c'est une mosaïque, mais ce n'est pas une mosaïque génomique, c'est une mosaïque fonctionnelle. C'est-à-dire que les cellules qui se sont développées tout à fait normalement sont les cellules où l'X normal s'exprime. Et on y reviendra tout à l'heure dans l'inactivation de l'X, mais c'est criant dans cette diapositive. Et les cellules qui sont mortes, parce que c'est une apoptose qui se produit et qui fait que l'épiderme à cet endroit a cédé face à une mort cellulaire
qui est représenté ici par son stade inflammatoire et son stade séquelaire. Ces cellules qui sont entrées en apoptose sont des cellules qui avaient un X normal qui était inactif. Ce que représente cette mosaïque, entre guillemets, ce n'est pas une mosaïque de mutation, la mutation est homogène partout dans les cellules de cette petite fille, mais c'est une mosaïque d'expression. C'est une mosaïque épigénétique en quelque sorte, c'est une mosaïque fonctionnelle. Les cellules ayant exprimé l'X mutant étant entrées en apoptose, les cellules ayant exprimé l'X normal ayant parfaitement survécu. Donc ce qu'on voit chez ces femmes et chez ces filles sont les séquelles d'une apoptose qui a porté sur les cellules qui n'exprimaient pas Nemo du tout, puisqu'il y avait une copie mutante et une copie inactivée. Donc vous avez là une diapositive qui vous montre bien ce type de situation. Et dans ces familles, évidemment, l'homme, lui, hémizygote, enfin plutôt le fœtus, l'embryon masculin hémizygote, a une apoptose complète, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Il y a un X mutant, et uniquement ça. Et donc, très précocement, il y a une létalité embryonnaire, et donc un excès de fausse couche. Donc, c'est une question de génétique clinique qui n'est pas rare d'avoir à poser à ces femmes, à ces grands-mères ou à ces tantes, en disant « Avez-vous eu, vous connaissez-vous des fausses couches répétées qui, pour vous, pourraient traduire le fait qu'une femme fait partie d'une famille d'incontinentia pigmenti ?» Et il y a comme cela un certain nombre de maladies qui sont dominantes liées à l'X, avec une telle gravité chez le garçon qu'il y a létalité. Le gène de cette maladie a été identifié il y a une dizaine d'années, il s'appelle Nemo. Il est sur le bout du chromosome X, c'est encore un exemple, pardonnez-moi, mais que j'ai pris dans votre université, c'est le docteur Smaï qui a